Au lever du soleil de ce dimanche 16 janvier 1977, à 7h03, un avion DC-7 fait son incrustation sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou. De cet aéronef débarquent une centaine de mercenaires européens et africains, armés jusqu'aux dents avec des caisses bien chargées d'armes et de documents en direction des points stratégiques de la ville tels que le camp Guézo, le palais de la Marina ou encore la télévision nationale. L'opération Crevette est donc en exécution. Les mercenaires, dans leur quête de déstabilisation du pouvoir en place, feront face à plusieurs imprévus. Le premier est le message du chef du gouvernement militaire révolutionnaire, Mathieu Kérékou, à l'endroit de la nation béninoise depuis l'ancienne maison de la radio nationale. Nous avons été attaqués au petit matin. Nous avions décidé de faire travailler notre ancienne maison de la radiodiffusion. Et quand la voix du président Kérékou a tourné, oser lutter, oser vaincre l'impérialisme, eh bien ça a été la débandade générale. Il nous passe d'où est partie la voix. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Une invitation adressée au peuple à la révolte contre les ennemis de l'heure. Autre surprise, la mobilisation des citoyens armés de roues, de machettes, de pioches ou encore de haches pour faire face aux mercenaires. La présence des troupes de l'armée nord-coréenne en terre dahoméenne en raison de l'accord entre républiques socialistes qui ont riposté aux côtés des militaires béninois permettent de prendre le dessus. Pendant plusieurs heures, des échanges de tirs se font entendre. À la manette de ce qui semble un coup d'État contre le régime du président Mathieu Kérékou, Bob Denard, un mercenaire français impliqué dans plusieurs putschs en Afrique. La riposte fut sanglante, entraînant le repli systématique des assaillants à bord de leur avion aux environs de 10 heures. Plusieurs envahisseurs sautent dans l'avion, laissant derrière eux des caisses contenant des documents qui renseignent sur les commanditaires de ce coup d'État et une dizaine de soldats qui seront abattus. L'un des mercenaires sera fait prisonnier de ce putsch qui aura fait 7 victimes dans le rang des soldats et des civils béninois. Lorsque l'avion est parti, je suis allé me camoufler dans un buisson et j'avais sur moi mon fusil et des chargeurs et c'est là que je suis allé. Lorsque les hommes sont arrivés, j'ai levé tranquillement les bras et je me suis constitué prisonnier. La place des martyrs, rebaptisée place du souvenir, est érigée en mémoire de ces véritables héros de la nation. Chaque génération, d'une manière ou d'une autre, tire leçon des générations qui passent et concevoir les choses. Vous avez vu, quand on analyse aujourd'hui ce qui s'est passé le 16 janvier, là, vous avez vu, on sentait l'attachement des Béninois à leur pays. Et sinon, comment des gens qui viennent vous attaquer avec des fusils sophistiqués, et vous prenez des cailloux, des bois et tout ça, c'est de dire qu'à l'intérieur de ces citoyennes et de ces citoyens, il y a un sentiment national qui vit. Alors ils sont prêts justement à subir tout pour que notre pays soit sauvé. Et que leur pays soit sauvé, il ne faudrait pas justement qu'on vienne leur imposer, par exemple, quelque chose, un régime pour lequel ils n'ont aucune illusion, n'est-ce pas, de vertu de cela. Et surtout que le régime militaire qui était en place a bel et bien essayé de mettre dans la tête des citoyens tout ce qu'on avait comme problème au niveau de la cohésion nationale, comme problème au niveau économique, comme problème au niveau politique, donc problème à tous les niveaux, et qu'il faudrait essayer de mettre de l'ordre. Et ça a animé les populations. C'est justement ça qu'il faut retenir au niveau de nos populations, dans la mesure où si ce régime qui était en place ne tenait pas l'adhésion des populations, le comportement aurait été tout autre. Vous comprenez très bien. Et c'est cela qui a permis, justement, lorsque le président Kérékou a lancé son appel. C'est ce jour-là, je me rappelle très bien, les fusils sophistiqués de la Corée, de la Chine et tout. C'est ce jour-là, justement, ils ont sorti ces armes-là que nous, on a vues.
Puisque nous, on était au camp avec des MAS 36, vous demandez d'aller attaquer aux terroristes. Vous comprenez bien. Aujourd'hui, ça fait un peu rigoler, mais il faudrait savoir que réellement, il y avait un sentiment qui animait le peuple béninois, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, par rapport à sa stabilité, pour que les gens ne viennent pas et déstabiliser ce régime, pour mettre qui, parce que les populations ne savaient pas, en faisant partie Kérékou, quels sont ceux qui vont arriver, quand bien même on connaît, on ne donne pas les noms, bien entendu, mais ils ne sont pas rassurés que ferait mieux que ce que, à l'époque, le général Kérékou était en train de faire. Bon, avec le temps, on analyse, 48 ans aujourd'hui, bon, malheureusement, et paix à leur âme. Vous ne pouvez pas, quand vous venez dans un village ou dans un quartier, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qu'on dit, on ne sait pas d'où il est. Quand quelqu'un veut loger dans votre maison, on cherche. Il y a des fiches qu'on remplit. Il est qui, il est quoi, il fait quoi, ainsi de suite. Mais combien de gens qui sont dans nos différentes contrées, là, dans nos différents villages, dans nos quartiers, ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qu'ils font. L'essentiel, c'est qu'on leur paye leur loyer et tout ça. Voilà des questions qui n'ont rien, mais qui sont des questions de fond. Parce que la sécurité nationale, ça ne vient pas de rien. La sécurité nationale passe d'abord par la sécurité des familles, des groupes ethniques, des régions, ainsi de suite. Parce que tout le monde appartient à un groupe ethnique, à une région, à un espace donné. Une fois que vous dites, il faut assurer ça, mais qui n'est pas de quelque part. Lui, il est de là-bas. Lui, il est de... Mais qui n'est pas de quelque part. Donc, nous devons pouvoir faire notre autocritique, réfléchir sur les différents éléments où se trouvent nos faiblesses en tant que peuple que nous voulons construire, un peuple national, un peuple vraiment, sincèrement, qui veut aller de l'avant. Un peuple qui soit digne, fier, et que cette fierté va pouvoir aller justement dans le sens de la complémentarité que nous avons sur le plan culturel, sur le plan spirituel, pour arriver justement de plus en plus à la stabilité. La tentative de coup d'État par Bob Denard et Jean Foucault en 1977 sous le régime du président Mathieu Kérékou, lorsque nous étions encore la République populaire du Bénin. Ce qu'il faut retenir comme leçon, c'est, si je dois le dire, c'est qu'il faut comprendre que le Bénin est un État qui est prêt à affronter tout ce qui peut, je dirais, constituer une déstabilisation de la constitutionnalité. Le Bénin est prêt parce que c'est à cause de ce manque de coup d'État qu'aujourd'hui on a eu la place des martyrs. C'est pour, si je ne me trompe pas bien sûr, c'est pour valoriser et montrer que le peuple, ce n'est pas seulement le gouvernement, mais c'est tout le peuple. Et lorsque quelqu'un va essayer de violer la Constitution ou va vouloir montrer que le Bénin est, disons, je dirais, la cour du roi Péto, on lui montrera que bon, nous sommes là et que réellement, nous sommes les enfants du Bénin. Le Bénin avait été agressé. Nous avions été victimes d'une agression étrangère conduite par le mercenaire international Bob Denard. Voilà. Nos vaillantes forces aux armées ont su opposer la riposte nécessaire pour repousser dehors l'agresseur. Et nous profitons de cette occasion pour rendre l'hommage mérité à tous nos éléments, tous les éléments de nos forces armées qui, en ce jour-là, ont accompli leur devoir. Et pour certains, au prix de leur vie. Paix à leurs âmes et que vive le Bénin. Aujourd'hui, le 16 janvier 2025, ça rappelle l'arrivée des mercenaires au Bénin. Donc c'est le 16 janvier 1977. Ce qui fait qu'il y a même des artistes qui ont chanté pour eux. Et l'artiste a chanté autant de Kérékou.
Yézon gla gla boa yete tous enfants. Mercenaires les ont gla gla boa yete tous enfants. Je me rappelle pas de la suite. Donc lorsqu'ils ont chanté, lorsqu'ils ont fait tout ça là, ils ont envoyé, ils ont voulu attaquer et ils ont voulu prendre le Bénin. Mais les forces de l'ordre du Bénin ont riposté. C'est là où le Bénin est connu sur le plan militaire, sur le plan de l'armée. C'est là qu'ils ont vu qu'au Bénin, il y a un truc là. Et c'est un coup d'État orchestré toujours par des généraux, par des anciens généraux du Bénin à l'extérieur, pour éviter tout problème où c'était. S'il ne tenait qu'au Bénin, au président Patrice Talon, évidemment que nous serions dans une stratégie concertée avec les pays voisins. C'est encore le président Patrice Talon qui a eu l'idée de ce qui a été appelé l'initiative d'Accra, par laquelle il demandait justement à tous les pays de la communauté de mutualiser leurs moyens, leurs stratégies, afin de conduire une riposte concertée face à ce phénomène. La disponibilité des autres n'étant pas apparue de façon manifeste, notre pays a pris sur lui d'engager les investissements nécessaires, les recrutements massifs aussi, la mise à disposition d'équipements adéquats pour faire face à ce phénomène. Les résultats sont tels que, s'il est vrai que nous connaissons de temps à autre des attaques, celles qui sont enrayées en amont représentent N fois le nombre de celles qui ont des effets, du genre de ce qui est intervenu le 8 janvier et que vous avez évoqué. Et il ne vous aura pas échappé justement que cette attaque est intervenue à l'endroit qu'il est convenu d'appeler le point triple, la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et dans cette zone-là, si vous faites le point, il n'y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre ce phénomène. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a pas de présence étatique avérée, il n'y a pas de présence militaire. Quand le président de la République disait dans son message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier que nous subissons ces assauts parce que dans certains pays voisins, ces criminels sont en roue libre. Certains de nos compatriotes n'avaient pas compris. J'ai même entendu, j'ai même lu certains postuler que le président accusait les autres pays. Ce n'est pas le cas. C'est un constat que nous faisons. S'il y avait de la présence militaire des deux autres côtés de la frontière, avant que de venir essayer de s'en prendre à nos enfants, à nos hommes, ces délinquants, ces criminels, parce que c'est le thème qui convient, il faut le dire, ces criminels auraient essuyé tout au moins la résistance des autres forces armées de l'autre côté des frontières, ce qui n'était pas le cas. Mais cela ne nous décourage pas. Pour autant, nous savons que nous avons une armée mobilisée, des soldats debout, vaillants, prêts à défendre l'intégrité du territoire national en remplissant la mission que la nation leur a confiée, d'autant que le gouvernement, pour sa part, s'emploie à accomplir également sa part de mission. Et le meilleur hommage que nous puissions rendre à nos soldats, c'est déjà, pendant qu'ils sont là, leur garantir les meilleures conditions d'exercice de leur ministère. Donc mettre les moyens à leur disposition, mettre les hommes qu'il faut à leur disposition. Et quand je parle de moyens, des moyens adéquats. Et Dieu sait qu'ils en ont de plus en plus. Et s'il advenait qu'ils viennent à perdre leur vie en défendant la patrie, le meilleur hommage encore que nous puissions leur faire, en gardant le souvenir de leur combat, de leur mémoire au chaud dans nos cœurs, c'est encore d'accomplir les devoirs que les lois et règlements nous imposent en direction de leurs ayants droit, notamment leurs familles et particulièrement leurs enfants. Et là-dessus, l'assurance que je voudrais vous donner, à la suite du courrier envoyé par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, c'est que les engagements de l'État seront honorés par la République, par le gouvernement, et c'est ainsi que nous devons fonctionner pour donner la garantie à
tous ceux qui, au péril de leur vie, nous assurent la sécurité quotidienne, assurent l'intégrité territoriale, leur donner la garantie, disais-je, que la République sera toujours à leur côté, que le gouvernement il est mobilisé pour être à leur côté. Le gouvernement sud-africain fait face à une vive indignation après la gestion controversée d'un affrontement avec des mineurs illégaux piégés dans une mine d'or abandonnée où au moins 87 morts ont été recensés. Sous pression judiciaire, un sauvetage a finalement été organisé. C'est la première fois que nous effectuons un sauvetage d'une telle ampleur et l'utilisation de cette grosse machine est aussi une première mondiale. C'est une machine unique en son genre. C'est la première à avoir été développée et conçue en Afrique du Sud par l'industrie minière. Le personnel s'est montré très efficace. Ils se sont fixés des objectifs à atteindre sur la rapidité avec laquelle ils voulaient faire sortir ces personnes. Accusés d'avoir refusé de secourir les mineurs, les autorités avaient choisi de les déloger en coupant leur approvisionnement en nourriture. La plupart des mineurs seraient morts de faim et de déshydratation. Le gouvernement va devoir se justifier devant les tribunaux. Il doit rendre des comptes pour ces morts. J'ai risqué ma vie pour aller sauver ces gens. Où était cette machine de sauvetage? Ils disaient qu'ils allaient utiliser une cage et qu'ils n'allaient jamais abandonner personne en bas. Mais qui ouvrira la cage? Nous sommes venus en tant que chefs de communauté. Nous avons risqué notre vie. Nous voulions sauver ces gens. Nous sommes descendus même si c'était sombre et difficile. Des corps en décomposition, parfois accompagnés de messages suppliant d'envoyer de la nourriture, avaient été remontés de cette mine située près de Stilfontein. Des appels à une enquête indépendante ont été lancés alors que près de 2000 mineurs y travaillaient illégalement depuis août dernier. Les États-Unis vont imposer des sanctions financières au chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah el-Burhan. Ces mesures interviennent dans le cadre de la guerre civile qui dure depuis 2 ans au Soudan, qui voit s'affronter le chef de l'armée soudanaise, le général el-Burhan, à son rival, le commandant Mohamed Hamdan Dagalo, à la tête des forces paramilitaires de soutien rapide, RSF. 3 sources ayant une connaissance directe du dossier ont déclaré à l'agence de presse Reuters que Washington devait annoncer ses mesures contre Burhan 1 semaine seulement après avoir imposé des sanctions à son opposant Dagalo. L'un des objectifs des sanctions contre al-Burhan étant de montrer que Washington ne choisissait pas son camp. S'exprimant parmi ses soldats plus tôt dans la journée de jeudi, M. al-Burhan s'est montré défiant face à la perspective d'être pris pour cible par des sanctions. L'armée soudanaise et les porte-paroles des départements d'État et du Trésor des États-Unis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. En Ouganda, la justice continue de statuer sur le sort de l'opposant Kizza Besigye. Il fait face désormais à un nouveau chef d'accusation dévoilé mardi, celui de la trahison, et risque pour cela la peine de mort. Le tribunal militaire a modifié l'acte d'accusation et a introduit un 3e suspect, un officier de l'armée. Kizza Besigye, opposant et ancien médecin du président Yoweri Museveni, est également poursuivi pour possession illégale d'armes à feu et tentative de déstabilisation en complicité avec un État étranger. Les avocats de l'accusé rejettent en bloc et dénoncent un procès politique. À 68 ans, l'opposant a été arrêté à plusieurs reprises au cours de sa carrière politique, mais n'a jamais été reconnu coupable d'un crime. Amnesty International a appelé à sa libération, affirmant que son enlèvement violait clairement le droit international et le processus d'extradition. Rappelant que Kizza Besigye avait été enlevé au Kenya en novembre alors qu'il assistait au lancement d'un livre. La coopération entre la Russie et la République centrafricaine continue de se renforcer. À Moscou ce jeudi, Vladimir Poutine et Faustin Archange Touadéra ont discuté de plusieurs axes de collaboration en matière de sécurité. Je tiens à souligner notre coopération en matière de sécurité. Nous avons l'intention de poursuivre dans cette direction comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous discuterons de ces perspectives avec vous dans un format plus large, puis lors de notre rencontre en face à face. Le président Touadéra lui a salué les avancées réalisées grâce aux forces russes. Dans le domaine sécuritaire, des progrès considérables ont été accomplis
dans la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'armée formée par les instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine, d'où viennent souvent les menaces, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels de la guerre et de braves guerriers. Le président centrafricain a également mis en lumière les efforts pour renforcer cette coopération. Pour dynamiser et accélérer les résultats de cette coopération, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés, notamment l'intensification de la formation continue et pratique des FACA, le renforcement des capacités des forces de défense et sécurité par la livraison de matériel militaire avancé. L'Italie et la Tunisie ont signé de nouveaux accords dans le cadre d'un partenariat stratégique pour la Méditerranée. Le ministre italien des Affaires étrangères, M. Tajani, et son homologue tunisien, M. Mohamed Ali Nafti, ont signé un accord de 2 ans comprenant un engagement de 400 millions d'euros de la part de l'Italie pour financer des projets de développement consacrés à la transition énergétique et à la promotion des sources d'énergie renouvelables. L'énergie a été un point très important dans nos discussions après la signature de l'accord sur la conversion énergétique. Il s'agit d'une étape très importante qui renforcera la collaboration entre nous dans ce secteur vital. Nous allons également travailler sur d'autres projets pour que nos 2 pays soient très en avance en termes d'énergie et pour avoir un corridor énergétique, si l'on peut dire, pour relier l'Afrique du Nord à l'Europe. Il s'agit d'un doublement de l'engagement de l'Italie dans le dernier accord biennal qui couvrait la période 2021-2023. Le ministre italien des Affaires étrangères a été interrogé sur le traitement des migrants d'Afrique subsaharienne qui ont été repoussés dans le désert par les autorités tunisiennes. On ne peut pas être d'accord avec certaines analyses qui sont faites. Nous considérons la Tunisie comme un pays sûr, un pays ami. D'autre part, nous contribuons à la croissance de ce pays et nous ne voyons pas de danger excessif pour les citoyens tunisiens. C'est pourquoi nous la considérons comme un pays sûr, un pays ami avec lequel nous collaborons, avec lequel nous travaillons, qui a également apporté une contribution importante dans la lutte contre l'immigration illégale, dans la lutte contre les trafiquants d'êtres humains. L'Italie utilise ce plan pour créer des emplois et des opportunités en Afrique, tout en décourageant les gens d'emprunter la dangereuse route migratoire qui traverse la Méditerranée. Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu pour interrompre la guerre à Gaza et libérer des otages. Plusieurs médiateurs, dont 3 représentants des États-Unis et un représentant du Hamas, ont confirmé cette annonce ce mercredi 15 janvier 2025. L'accord interrompt une guerre dévastatrice de 15 mois dans la bande de Gaza. Un haut responsable israélien a déclaré que les détails étaient encore en cours d'élaboration. Le cessez-le-feu intervient après des semaines de négociations laborieuses à Doha, dans la capitale qatari. Il promet la libération par étapes de dizaines d'otages détenus par le Hamas, de centaines de prisonniers palestiniens en Israël et permettrait à des centaines de milliers de personnes déplacées dans la bande de Gaza de retourner dans ce qui reste de leur maison. L'accord doit encore être approuvé par le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais il devrait entrer en vigueur dans les prochains jours. Un arrêt initial des combats pendant 6 semaines est prévu. Il devrait s'accompagner de l'ouverture de négociations en vue de mettre un terme à la guerre. Antonio Guterres a promis cette année de s'attaquer à 4 maux qui causent des torts considérables dans le monde. Les conflits incontrôlables, notamment à Gaza où un cessez-le-feu est en passe d'entrer en vigueur, au Liban, en Ukraine, mais également au Soudan et en République démocratique du Congo ou encore à Haïti. Autre priorité déclinée devant l'Assemblée des Nations Unies, les inégalités rampantes et le non-respect des engagements pour atteindre les objectifs de développement durable. À 5 ans de l'échéance, 4 000 milliards de dollars manquent toujours à l'appel, s'est-il inquiété. Face à une crise climatique qui fait rage, le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs appelé à la réduction
réduction des émissions de carbone de 60% d'ici 2035 et à une réduction de la production des combustibles fossiles. Enfin, il a rappelé le danger d'une technologie hors contrôle, parlant de l'intelligence artificielle. Antonio Guterres a invité la communauté internationale à veiller à ce que l'IA fasse progresser l'humanité, l'égalité et la dignité. Alors qu'il s'apprête à céder sa place de président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden s'est adressé à ses concitoyens dans un discours d'adieu télévisé à la nation mercredi. Le président sortant a porté un message fort mettant en garde contre une dangereuse concentration du pouvoir entre les mains des plus riches. Aujourd'hui, une oligarchie d'une extrême richesse, d'un extrême pouvoir et d'une extrême influence est en train de prendre forme en Amérique, menaçant littéralement notre démocratie tout entière, nos droits fondamentaux, nos libertés et une chance équitable pour chacun d'aller de l'avant. Le président Joe Biden a souligné la nécessité d'une transition pacifique en exprimant son inquiétude au sujet de son successeur Donald Trump, sans le nommer directement. 6 décennies plus tard, je suis tout aussi préoccupé par la montée potentielle d'un complexe industriel technologique. Cela pourrait représenter un réel danger pour notre pays également. Les Américains sont ensevelis sous une avalanche de fausses informations et de désinformations, ce qui favorise les abus de pouvoir. La presse libre s'effondre, les erreurs disparaissent, les médias sociaux abandonnent la vérification des faits. Ces propos font suite à l'alignement de plusieurs magnats de la technologie parmi les plus riches du monde à M. Trump au cours des derniers mois. Parmi eux, Elon Musk, patron de Tesla et propriétaire de X, Jeff Bezos d'Amazon et Mark Zuckerberg de Meta.